Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 9 octobre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la rentrée scolaire 2021-2022 pour les élèves des cycles préscolaires, primaires et secondaires, ainsi que ceux de l'enseignement technique et professionnel effectués le lundi 4 octobre dernier. Le lancement officiel de la troisième campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 au Niger, qui se déroule du 2 au 11 octobre sur l'ensemble du pays. Et ces feux de brousse qui ont ravagé plusieurs hectares de pâturage à Abalak dans la région de Tawa. Pour analyser ces différents faits, nous recevons nos confrères Hussein Issa, il est journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Débutons par une analyse sur cette rentrée scolaire 2021-2022 effectuée le lundi 4 octobre dernier par les élèves des cycles préscolaires, primaires et secondaires ainsi que ceux de l'enseignement technique et professionnel. Environ 4 400 000 enfants et jeunes ont ainsi repris le chemin de l'école après la période de grandes vacances. Maïmouna Diado, qu'est-ce qui fait la particularité de cette rentrée scolaire 2021-2022 placée cette année sous le thème « Le développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation ». Voilà, donc merci Michel. Cette particularité de la rentrée scolaire 2021-2022, c'est surtout l'implication des autorités au plus haut niveau, le président de la République qui s'est impliqué personnellement pour que cette rentrée soit une réussite. Donc, vous avez déjà, après 1000 rencontres avec les enseignants, avec les parents d'élèves, le président de la République a tenu également une rencontre la veille, l'avant-veille donc de cette rentrée, pour mettre les points sur les i, pour savoir quels sont les problèmes en fait, pour pouvoir contrôler ces problèmes-là, pour que ces enfants, de part dans tous les 8 régions du pays, puissent aller tranquillement à l'école, reprendre les cours et également s'assurer de la disponibilité du matériel. Donc, vous avez vu, une semaine avant, il y avait déjà des camions qui ont démarré à Niamey pour aller dans les 8 régions du pays pour l'acheminement des fournitures scolaires dans ces établissements, les différents établissements. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait la particularité aussi, c'est surtout, comme je l'ai dit, l'implication du président de la République. Vous constatez cette implication qui est une bonne chose, vous pensez? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand un président de la République s'implique personnellement pour ce qui est donc de la rentrée scolaire et de l'effectivité également de la reprise des cours pour cette année académique. Je pense que c'est une très bonne chose et vous avez vu l'engagement également des enseignants, l'engagement des différents syndicats pour pouvoir donc accompagner le président de la République dans ses engagements. Maintenant, prions que ces engagements puissent être honorés. C'est ça, en fait, le principe. Hussein Issa, elle a salué l'implication du chef de l'État dans le cadre des préparatifs de cette rentrée. Quels ont été, selon vous, les changements positifs enregistrés cette année dans le cadre des préparatifs justement de cette rentrée? Bon, mais je vais prendre le contre-pied de Maïmouna. La particularité de cette rentrée de cette année, c'est l'impréparation. N'est-ce pas? C'est votre avis qui est contraire donc à ce que Maïmouna... Bien évidemment, et je vais donner des arguments. N'est-ce pas? Pourquoi je parle d'impréparation? C'est vrai, dans son discours d'investiture du 2 avril, le président a annoncé que la rentrée, l'école va être sa deuxième priorité.
quelque temps après son investiture, il a réuni effectivement tous les partenaires et tout, n'est-ce pas? À l'occasion d'un forum sur l'éducation, où les gens ont discuté, ils ont échangé en vrac comme ça. Mais par la suite, il n'y a pas eu des actes concrets. On a fixé la date de la rentrée qui a été repoussée une première fois. C'est vrai, il faut préciser que le second cycle du bien secondaire, évidemment. c'est-à-dire les lycéens, Bien évidemment. habituellement, ils font leur entrée le 15 bien septembre. évidemment, oui. Mais cette année, il a été décidé qu'ils fassent cette rentrée. Non, on a repoussé. Le On 4. avait fixé déjà la date, mais ça a été repoussé Oui, ça a au été 4 pour tous les repoussé niveaux au 4. secondaires. Et là, ça N'est-ce englobe les autres niveaux. Maintenant, l'autre aspect, c'est que moi, j'ai discuté avec les responsables syndicaux du secteur. J'ai discuté avec plusieurs responsables syndicaux du secteur qui m'ont attesté qu'ils n'ont pas été associés à la préparation de cette rentrée. D'habitude, c'est ce qui se faisait. Il y a des réunions qui se tiennent pour informer du niveau de préparation. Cette année, ils ont été mis devant le fait accompli. C'est seulement, je crois, le samedi qu'ils ont été appelés lors du lancement officiel de la rentrée, je crois, samedi 2 octobre dernier, ici à Niamey. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on a parlé, mais on a parlé dans le vent. On n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Parce que l'école, vous savez, ça se prépare à temps. Dans le bon vieux temps. Dès que la rentrée débute cette année, au plus tard, à partir du mois de mars-avril, on commence déjà à préparer l'année prochaine. On n'attend pas la dernière minute. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez dit que bon, les cahiers ont été acheminés une semaine auparavant, une semaine avant, n'est-ce pas? Les camions ont commencé à quitter Niamey. C'était une dizaine de jours avant. Bon, oui, bien ça évidemment. Ça a commencé un vendredi. Oui, alors, la rentrée était prévue pour le lundi 4. Ici, quand les camions quittent pour aller en région, c'est qu'ils débarquent les cahiers et autres, les fournitures, ils les débarquent au niveau des directions régionales. Maintenant, c'est à partir des directions régionales là que le dispatching s'est fait. Et quand on connaît un peu l'étendue du territoire, n'est-ce pas? C'est à partir de la direction régionale que les fournitures et les manuels sont dispatchés dans les inspections départementales qui font l'effort aussi à leur niveau de les envoyer dans les écoles qui sont souvent éloignées. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors pour ne pas avoir ce retard? Il faut rappeler qu'avec les nouvelles autorités issues des dernières élections, il y a eu une fusion au niveau des ministères en charge de l'éducation, ce qui a créé en fait une situation où l'enseignement primaire est géré par le même ministre que les enseignements secondaires. Dans tout ça, donc il fallait nommer des directeurs départementaux de l'éducation nationale. Il y en a qui n'ont pas encore rejoint leur poste. Bon, il y en a qui sont partis, il y en a qui n'ont pas encore rejoint. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas encore allés. Même après cette rentrée. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas rentrés. Mais quand je vous dis qu'il y a des contractuels qui représentent plus de 80% du corps enseignant aujourd'hui, les contractuels, on a commencé à leur verser le pécule du mois de septembre, samedi. Alors, il y en a jusqu'à ce matin encore, ils n'ont pas perçu les pécules. Alors, quand quelqu'un qui a une famille, qui est là à Niamey, qui a été muté vers Difa ou dans une localité un peu éloignée, quand est-ce qu'il va bouger pour aller prendre sa classe? Voilà, toutes ces difficultés, c'est des choses, moi j'ai dit, une préparation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on met tout en place, comme ça se faisait à l'époque. On met tout le dispositif en place, on crée les conditions pour que les enseignants, à l'époque, c'est que les responsables régionaux de l'éducation, je veux dire les directeurs et les responsables, dès le mois de septembre, ils sont sur leur poste. Maintenant, c'est les enseignants, à 15 jours de la rentrée, on dit qu'ils doivent regagner leur poste. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Les gens, c'est quand ils ont les moyens qu'ils peuvent se déplacer. Alors, quand on dit qu'on fait de l'enseignement une priorité, c'est qu'on doit pouvoir créer les conditions pour qu'effectivement, on sente qu'il y a une volonté de changer.
Mais moi, personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y a cette volonté de changer. Parce que le discours seul ne suffit pas. Il faut des actes concrets. Il faut montrer qu'on est résolument déterminé à changer la donne. On n'est pas dans ce schéma-là, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ce schéma. Et vous pouvez aller demander aux responsables de l'éducation. Plein vont vous dire peut-être ce que je viens de dire là, y compris ceux qui sont dans le secteur, les syndicalistes, ils vont vous dire la même chose. Est-ce à dire que vous pensez, comme on dit habituellement, que ça a été une rentrée politique? Non, mais ça a été une rentrée tout simplement politique. Est-ce que vous savez qu'il y a des écoles où on a donné à des élèves 2 cahiers seulement, un stylo? Maintenant, ça veut dire qu'il faut aller vous débrouiller. Mais on a fait un grand tintamarre autour de la question, que l'événement, que ça a été bien organisé. Non. Un élève de 3e à qui on donne 3 ou 4 cahiers. Alors, il va utiliser pour quelle matière et quelle matière? Un élève de lycée à qui on donne 5 à 6 cahiers. Quelles sont les matières qui vont être privilégiées? Ça veut dire que c'est une façon de dire, bon, c'est juste symbolique. On va vous donner quelques cahiers. Maintenant, aux parents de se débrouiller pour, compléter le reste. Pour les manuels, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Il ne faut pas s'attendre à des manuels et autres. C'est ça la vérité, c'est la problématique comme ça. Ou on veut changer les choses. On prend les choses à bras le corps. Ou bien on veut juste faire du coscorima pour montrer qu'on est déterminé. Mais on fait la même chose. Alors, qu'est-ce qui change? Maïmoun Diado, quelle lecture par rapport à cette question en lien avec l'effectivité de la rentrée? Est-ce qu'on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que justement cette rentrée soit effective comme ça a été voulu et souhaité par les autorités en charge de l'éducation? Oui, ça a été voulu et souhaité par les autorités en place de l'éducation. Mais jusque-là, comme l'a dit Ousseini, c'est pas que peut-être que je suis en train de dire que la priorité de cette rentrée, c'est vraiment qu'il y ait eu l'implication du président de la République. Mais ça reste parce qu'au Niger, depuis les années 90, après les années 90, on a toujours vécu cette situation où les enfants vont à l'école et reviennent avec 2 cahiers, un stylo, ou 3 cahiers, un stylo. Ça a toujours existé. Donc ça veut dire que dans les années 90, avant les années 90, nous qui avons eu la possibilité d'étudier en ce moment-là, on avait des cahiers jusqu'à 13 cahiers, 15 cahiers qu'on nous offrait à l'école. Il faut souligner que le nombre d'élèves augmente chaque année. Cette année, nous avons 4 400 000 environ. Voilà, mais je pense que le minimum pouvait être fait. Le minimum pour accompagner ces élèves-là pouvait être fait. Et ce minimum n'est pas fait, donc, de votre point de vue? N'est pas fait du tout. Et c'est vrai, quand on regarde les autres médias qui nous ont rapporté la rentrée scolaire dans différentes zones du Niger, nous avons été surpris de voir que d'autres élèves n'ont pas... En tout cas, les enseignants, il y a d'autres enseignants qui n'ont pas regagné leur lieu de travail, qui est l'école. Et il y a des élèves, il y a des écoles où jusqu'à présent, il n'y a pas eu de classe ni en paillotte, de construction en paillotte, où des classes, des tables bancs n'ont pas été réfectionnées, où il y a des classes jusqu'ici à Niamey également qui ne disposent même pas de table banc. C'est vrai que les classes paillotes, souvent il faut attendre la fin de l'hivernage voilà. Donc pour ça pouvoir veut dire les construire. Ça veut dire que c'est une rentrée politique du point de vue ce que nous avons vu. Quand on prend par exemple dans les centres urbains, effectivement on peut dire qu'il y a eu rentrée scolaire. Mais dans les autres centres, est-ce qu'il y a eu rentrée scolaire quand je parle donc des campagnes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité de dire que les enfants ont bien repris le chemin de l'école le 4 octobre? Pour ce fait, quand vous regardez même les informations qui nous parviennent, on ne parle que des centres urbains, que ce soit la région de Difa, que ce soit la région de Dosso, que ce soit Tillabéri, c'est les centres urbains. On ne parle jamais
dans le fond Niger pour montrer qu'il y a eu effectivité de la rentrée scolaire. Donc maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'engagement du président de la République, il suffit tout simplement qu'il y ait des choses concrètes. Donc, il faut accompagner ces engagements par des choses concrètes. Ça veut dire la disponibilité en matériel et la disponibilité également, revoir également le salaire de ces enseignants contractuels. Parce qu'aujourd'hui, 60 000 ou 70 000 francs, un contractuel qui prend 60 000 ou 70 000 francs pour la fin du mois et qui doit attendre 10 à 15 jours pour pouvoir avoir ses pécules. Donc, c'est aussi un problème parce que j'ai vu les enseignants les syndicats des enseignants sont engagés dans cette lutte pour qu'il y ait soit un recrutement au niveau donc, de ces contractuels ou bien qu'on cesse uniquement de prendre des contractuels. Parce qu'aujourd'hui, comme l'on dit, un enseignant qui a 60 000 francs et qui va dans une classe pour enseigner, est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec ces 60 000 francs où il sait qu'il a des problèmes à la maison, il a des problèmes, il est dans une situation financière, est-ce qu'il peut dispenser des cours normalement? Il ne peut pas dispenser des cours normalement. Donc, il faut revoir la situation de ces contractuels. Parce que la masse aujourd'hui d'enseignants, c'est les contractuels. Est-ce que tout cela peut être revu, tel que vous le dites Non, cela peut être revu avec la volonté, avec la volonté de l'État, la volonté du chef de l'État. Et surtout que nous savons dans le budget, aujourd'hui, c'est plus de 20% qui seront alloués à l'éducation. Donc, je pense qu'il faut véritablement revoir tout cela pour que nous puissions avoir une année scolaire non perturbée. Merci beaucoup, Hussein Issa. Il faut revoir tout le système éducatif, essayer de gérer le problème des contractuels qui constituent une grande partie du corps enseignant. Mais s'il faut résumer aujourd'hui, quelles sont les attentes de ces syndicats des enseignants, mais également des scolaires, afin que cette année scolaire 2021-2022 soit une année de réussite et de stabilité? Mais je veux un peu abonder dans le même sens que ce que Maïmouna vient de dire. Quand on parle de rentrée, c'est devenu une tradition dans ce pays. On se limite au centre urbain. Les gens vont, ils font des reportages dans les écoles en matériaux définitifs et tout. On monte à la télé. Allez-y dans les campagnes, il ne faut même pas aller loin. Il y a des collèges qui sont totalement en période. Alors, ces collèges-là, avec l'hivernage... On voit avec l'hivernage, l'école disparaît. L'école disparaît, il faut reconstruire. Il n'y a pas d'école dans de nombreuses localités de ce pays-là. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignant. Parce que l'enseignant, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ce n'est pas l'espace vide que tu vas aller gérer. Maintenant, est-ce que réellement, tout à l'heure, Maïmouna vient de dire, il est prévu 20%. Il y a plus de 20%. Moi, j'ai vu aujourd'hui, tout à l'heure même, j'ai vu des publications où il y en a qui parlent autour de 12-13%. D'après la discussion, comment dirais-je, pas la discussion, puis la présentation du budget, il y en a qui parlent d'autour de 19%. Alors que lui, le président, il avait annoncé autour de plus de 22%. Plus de 22%. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Mais le problème n'est pas là. Quand l'argent là, et l'allocation budgétaire, est-ce que l'allocation budgétaire est judicieusement utilisée pour que ça bénéficie réellement à l'école? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on apprend les détournements qui se passent dans le secteur, dans le système et tout, ça pose problème. Que peut faire alors le gouvernement pour réussir à redorer le blason de l'école nigérienne? Parce que je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Quand on dit à l'époque, il n'y a pas autant d'élèves, ceci, cela, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Une société appelée, sur le plan démographique, à évoluer. N'est-ce pas? En fonction de l'évolution démographique, démographique, il faut que ces aspects-là soient pris en compte dans les politiques publiques. Ça ne peut pas être un motif pour dédouaner. Les recettes ne sont même pas les mêmes parce que les recettes même évoluent. Mais les recettes aussi ont évolué, non? Bien mais sûr. Pourquoi ils ne font pas le parallèle quand ils parlent de ces questions-là? Ça veut dire que l'État doit être regardant. Au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure la population augmente, au fur et à mesure les ressources qui doivent accompagner les secteurs sociaux de base doivent aussi augmenter conséquemment. Qui peut faire?
C'est l'État, vous pensez? Non, les parents accompagnent aujourd'hui. Les parents accompagnent. À l'époque, moi, quand j'ai fait l'école, à l'époque, c'est que juste du début jusqu'à la fin de l'année, tu ne payes ni cahier, ni bic, ni rien. Même pour aller se soigner, c'est un cahier, on te donne, on inscrit tous les enfants qui sont malades. Vous allez dans le centre de santé le plus proche de l'école. On avait l'impression d'avoir une prise en charge sanitaire à l'école. Mais bien sûr qu'il y avait la prise en charge sanitaire. Non, ce n'est pas on avait l'impression. Il y avait la prise en charge sanitaire de l'élève. Il y avait les cahiers. Quand ton cahier finit, tu vas à la direction, tu présentes le cahier, il y a, comment on appelle le surveillant, il prend un cahier, il te donne. Ton stylo, bon, d'accord, c'était l'Eldorado à l'époque. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, on peut créer quand même le minimum. Est-ce que le minimum est en train d'être créé? Il n'y a pas encore ce minimum. Non, il n'y a pas. En fait, ça se dégrade même. Se dégrade même. Parce que quand on dit, sous le mandat, le premier mandat, on dit 2500 classes. Aujourd'hui, on se rend à l'évidence que 2500 classes par an. On se rend à l'évidence que rien n'a pratiquement été fait dans ce sens. C'était juste pour produire des statistiques et montrer aux partenaires que voilà, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Le mensonge est là. À beau courir, la vérité finit par rattraper. Il faut donc aujourd'hui, plus d'action. Les gens sont là. Les gens sont là à parler de classes en paillotte. Alors que normalement, on devait en finir. Les classes en paillotte là. Moi, je considérais que avant la fin des 2 quinquennats de l'ancien président, on allait au moins se réduire de manière drastique les états. Mais aujourd'hui, c'est carrément les classes en paillotte que les gens... Maintenant, je ne sais pas, ils sont allés trouver un autre système. On dit non, des classes préfabriquées, des trucs en tôle ou quelque chose, je ne sais pas. En attendant. Alors, c'est dans ces conditions. C'est donc à revoir. Merci Ousseini, ça on vous a bien compris. La situation est alarmante, en tout cas telle que vous la présentez, telle que vous la décrivez. Merci beaucoup. Passons à présent au lancement officiel de la 3e campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 au Niger. Une campagne de 10 jours couvrant la période du 2 au 11 octobre 2021 sur l'ensemble du pays. Rappelons que la première campagne de vaccination contre cette pandémie avait été lancée le 29 mars 2021 au Niger. Pour ce qui concerne cette campagne en cours, elle vise à rehausser la couverture vaccinale contre la COVID-19 afin d'atteindre l'objectif de vacciner 30% de la population cible du Niger d'ici décembre 2021 pour tendre vers l'immunité collective pour une protection plus renforcée, a indiqué le ministre en charge de la santé publique, Dr Ilyas Ouidi Mainasara, au micro de Studio Kalangu. Il faut préciser que les personnes âgées de plus de 18 ans constituent les cibles de cette vaccination, justement. Maïmoun Diado, ces campagnes de vaccination drainent-elles du monde? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas que ça puisse drainer du monde. Parce que j'étais avant-hier dans 2 ministères où j'ai constaté que pratiquement les vaccinateurs sont là, mais ceux qui devraient être vaccinés n'étaient pas là. À Niamey ou même à l'intérieur du pays, c'est le même constat. À Niamey, je te dis. À Niamey, parce que c'est à Niamey où se trouvent les ministères quand même. Donc, si à Niamey, les gens ont des difficultés pour sortir, pour se faire vacciner, mais que serait-il donc des campagnes aussi? Parce que c'est comme je l'ai dit, jusqu'à présent, il y a des Nigériens qui ne croient pas à cette maladie. Qui pensent que le coronavirus n'a jamais existé et on veut tout simplement les faire vacciner à d'autres fins. Donc, c'est ce qui fait le ralentissement de ces personnes qui refusent de se faire vacciner. Il y a une réticence. Il y a une réticence de la population, en fait. On a beau faire des communications, des sensibilisations à l'endroit de la population, mais on a comme l'impression que cette population aujourd'hui, n'est pas du tout intéressée par ça. Il y a d'autres préoccupations pour cette population que de se faire vacciner contre le virus, autant pour moi, du coronavirus. C'est-à-dire que les préoccupations sont
d'ordre général quand on regarde. Il y a les préoccupations financières qui sont là, il y a les préoccupations alimentaires aussi qui sont là. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, même, nous allons laisser le temps pour voir ce qui va se passer. Mais si les 30%, je ne pense pas s'ils vont avoir les 30%. On l'espère quand même. Ça sera difficile, mais on l'espère. Pourquoi cette réticence? Ça veut dire quelque part que malgré tout ce qui est en train d'être fait comme sensibilisation et autres, jusqu'ici, les gens, ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Que faire alors pour réussir à atteindre les objectifs visés à travers cette troisième campagne, Hussein Issa? Dans les services, il n'y a plus le dispositif de lavage des mains là. Tout ça là, c'est tombé en machin, en ruine. Mais quand ça arrange des gens, toutes choses là dans ce pays-là, il y en a qui mangent dedans. Hein? Il y en a qui trouvent à manger dans ces... Il y en a qui trouvent à manger. Parce qu'il y a des fonds extérieurs. C'est des fonds, des appuis et tout. Mais maintenant, est-ce que le fait simplement de dire qu'il faut aller se faire vacciner, on ne peut pas prendre la personne de force pour la vacciner, n'est-ce pas? Les gens, ils s'élèvent, ils considèrent que on parle. Moi, je préconise de trouver un autre mécanisme de sensibilisation. En quoi faisant, par exemple? Je ne peux pas savoir. Moi, je suis pas... Mais en quoi faisant? Mais il y a des techniciens qui prennent de l'argent pour ça. S'il faut faire des propositions en tant que... Il y en a qui prennent de l'argent pour ça. Mais alors... Une personne a une grande expérience en matière de communication. Mais en matière de communication, jusqu'ici, la communication, apparemment, ça ne marche pas. En tout cas, ça n'amène pas les gens à prendre conscience qu'effectivement, il y a cette maladie. N'est-ce pas? Bon, alors, à partir de ce moment, il faut revoir un peu la stratégie. Mais si les gens continuent dans la même dynamique là, pendant qu'on cherche à atteindre 30%, même au départ, quand on a commencé, on peut faire un sondage. Est-ce que les gens ont fait un sondage pour voir exactement combien de citoyens sont allés se faire vacciner? N'est-ce pas? On a juste montré des ministres se faire vacciner. Quelques dignitaires du système se faire vacciner et machin. Ou quelques gens qui considèrent se faire vacciner, n'est-ce pas? Mais la grande masse là, qui remplit les marchés, Katako, Wadata, grand marché. Il faut peut-être aller installer des centres de vaccination dans ces zones-là, des équipes mobiles. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Il y en a qui veulent bien aller se faire vacciner. Mais se déplacer dans un centre de santé ou ceci, cela, c'est ça qui devient une espèce de contrainte où la personne, il y a une certaine résistance. Maïmouna Diado, un mot par rapport à ça. Il parle de la question de la proximité avec les personnes qui doivent être vaccinées. Vous savez, est-ce que cela pourrait être une solution? La proximité peut être une solution. Mais là, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, Michel, s'il y a des Nigériens qui ne sont pas convaincus que cette maladie existe, même si on fait de porte à porte, il y aura ceux qui vont refuser d'être vaccinés. On va rappeler les chiffres. Justement, au Niger, à la date du 6 octobre 2021, sur 159 988 personnes testées, 6 065 ont été déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 5 787 guéris, 74 cas actifs et 204 décès selon le communiqué du ministère de la Santé publique du 6 octobre 2021. Nous avons donc déjà enregistré 204 décès par rapport à cette maladie. Quelle lecture par rapport à ces chiffres, Maïmouna Diado? Je pense que ce que je peux dire par rapport à ces chiffres, c'est que la maladie réellement existe. Mais ce que je dis, c'est que quand il n'y aura pas une conscience des Nigériens sur l'existence de cette maladie, ça serait très difficile aujourd'hui de vacciner tous les Nigériens. Quelle doit être alors la contribution justement de toute la population nigérienne pour arriver à vaincre cette pandémie de Covid-19? Du moment où
le Niger a su batailler avec certaines maladies, comme ça a toujours existé, le paludisme et autres qui ont toujours existé ici au Niger, c'est de la même manière que les Nigériens vont pouvoir s'assumer devant donc cette situation de coronavirus. C'est que le ministre doit continuer à faire sa sensibilisation. Peut-être en faisant sa sensibilisation, il y aura d'autres Nigériens qui pourront véritablement se décider à se faire vacciner. Il n'y a pas lieu de baisser la garde à ce niveau. Il n'y a pas lieu de baisser la garde à ce niveau. Dans toute chose, on dit qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas se décourager dans cette situation. Aller de l'avant, c'est ça la meilleure arme, je pense bien, pour solutionner ce problème de coronavirus. Abordons à présent le troisième sujet de ce forum de la presse du studio Kalangu, et c'est pour parler de ces feux de brousse qui ont ravagé vendredi dernier plusieurs hectares de pâturage à Abalak dans la région de Tawa, une situation lourde de conséquences pour les zones à vocation pastorale. Certaines sources parlent donc de plusieurs dizaines d'hectares en ce qui concerne donc les pâturages consumés. Quelles sont les conséquences de ces feux de brousse, Hussein Issa? Les conséquences, il faut les voir sous deux angles. La première conséquence, n'est-ce pas, c'est d'abord les éleveurs, parce que c'est le pâturage qui a cramé. Ça veut dire que les animaux auront des difficultés dans cette zone-là, n'est-ce pas? L'autre aspect, c'est les populations elles-mêmes. Parce que pourquoi les populations elles-mêmes? Il y a quand même des plantes qui sont comestibles, que les populations utilisent souvent. Ces herbes-là, que les gens utilisent, il y a des arbres qui sont nourrissants, qui produisent des feuilles qui sont nourrissantes, n'est-ce pas? Ça aussi, tout est parti en l'air, n'est-ce pas? Tout est parti en fumée. Maintenant, est-ce que c'est bien beau de déplorer, mais il faut chercher à savoir comment c'est arrivé. Comment? Qu'on puisse dire que combien d'hectares tu veux? Des dizaines, plusieurs dizaines d'hectares. Et puis de manière pratiquement régulière. C'est-à-dire que pratiquement, il n'y a pas... Chaque année, mais on constate qu'il y a des sensibilisations qui sont feux faites. de brousse de la sorte. Mais comment c'est arrivé? Il faut savoir déterminer la cause, n'est-ce pas? Pour pouvoir prévenir et peut-être sanctionner. Mais se contenter simplement de dire... On dit l'État doit... C'est vrai, très souvent, les autorités disent qu'elles ignorent la cause de l'incendie, parce que parfois, il suffit de fumer. Un peu partout. Mais les gens sont sensibilisés, non? Les gens doivent être sensibles à ces questions-là. Parce que c'est des zones pratiquement, c'est une zone pastorale, n'est-ce pas? Une zone pastorale comme ça, les gens sont sensibles, ils savent c'est quoi la paille. Ils savent c'est quoi le pâturage. L'importance. Maïmoun Diado, comment réussir à lutter contre les feux de brousse comme ce qui est arrivé à Balak dans la région de Tawa? Comment réussir? C'est les sensibilisations. Il faut sensibiliser la population par rapport à ces feux de brousse. Parce que comme l'a dit Hussein, il faut chercher à savoir comment est-ce que ça a été déclenché. C'est ça. Donc, on parle d'hectares. Voilà. Plusieurs dizaines d'hectares. Comment ça a été déclenché? Comment est-ce qu'il y a eu ce feu de brousse? Est-ce que c'est venu comme ça ou bien ça a été déclenché par certaines populations aussi? Parce qu'il y a l'imprudence aussi. Voilà. Il faut donc être prudent, il faut sensibiliser de ces populations par rapport à ça. Surtout vers la fin de l'hivernage, on constate que quand il manque de pluie... Ou bien c'est des personnes mal intentionnées. Personne ne sait. Qui ont provoqué ça aussi. Qui sait? Personne ne sait. Donc il y a tout ce phénomène-là qui peuvent être en relation avec ces feux de brousse-là. Donc c'est vraiment de sensibiliser ces populations, sensibiliser d'autres zones parce qu'il ne faut pas attendre que ça se déclenche dans une autre zone pour pouvoir sensibiliser d'autres populations. Il faut pratiquement sensibiliser toutes ces populations qui sont dans ces zones-là pour leur parler de l'importance donc, de ces foins et également les conséquences de ces feux de brousse. Merci beaucoup. Avant de prendre congé de nos chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, parlons de ce fait divers à Niamey. Des individus armés non identifiés ont braqué le lundi 4 octobre à Niamey un véhicule de transport de fonds appartenant à un opérateur économique. Une information non encore confirmée par des sources officielles, mais rapportée par plusieurs médias locaux et sur les réseaux sociaux. Hussein Issa, que sait-on davantage sur cette affaire? Une information confirmée,
Parce que le véhicule, là où ça s'est passé, le véhicule est là-bas. Le véhicule était resté là-bas pendant combien de temps? Je ne sais pas si ça a été bougé ou pas pour l'instant, je ne sais pas. Mais jusqu'à pratiquement, je ne sais pas quel jour, ça s'est produit le lundi, je crois. Lundi ou mardi? Lundi, non? Mais, c'était le lundi 4. Oui, en pleine journée. On attend la confirmation de qui? À partir du moment où les autorités, comment dirais-je, de la police ont dit voilà ce qui s'est passé. Quelle confirmation? Que le gouvernement soit confirmé, l'opérateur économique lui-même l'a confirmé. Mais alors, il faut attendre quelle confirmation encore? Maintenant, j'ai dit, bon... ces malfrats? Mais les malfrats, attends, moi, quand j'ai entendu l'affaire, j'ai dit, mais comment peut-on convoyer autant d'argent sans sécurité? Voilà. Je me suis posé aussi l'autre question. Comment se fait-il que les malfrats, qui sont des gangsters professionnels certainement, ils ont su que le véhicule a quitté et que c'est l'itinéraire du véhicule, et qu'ils se sont planqués dans la zone avec un autre véhicule qui les attendait. Ils étaient descendus du véhicule, ils ont ouvert le feu sur le véhicule qui transportait l'argent. En pleine journée. Et ils ont pu prendre la fuite à côté d'un commissariat de police. Le commissariat qui ne devait même plus être sur place là-bas. Certains avaient dit que ces malfrats avaient été rattrapés, mais non, on s'était rendu compte que... Non, on raconte certainement, des gens ont balancé, mais je ne pense pas, honnêtement, je n'ai pas connaissance qu'ils ont été arrêtés. Parce que quelqu'un qui a l'audace de faire ce genre de coup, c'est qu'il a planifié, il a très bien planifié son action. Sinon, ça aurait servi à quoi? S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont planifié peut-être de longue date. De longue date, c'est des gens, ils surveillaient, ils sont peut-être des complicités et tout. Il y a une complicité interne. Alors, sinon, comment tu peux savoir un véhicule banalisé comme ça qui transporte qui transporte de la... Comment peut-on savoir, identifier avec tous les véhicules qui passent sur l'axe là, qui est dans ces véhicules-là? S'il n'y a pas de complicité et tout. C'est la question qu'il faut se poser. Maïmoun Diado, il y a une arme à feu qui a été utilisée. C'est un danger pour la société, pour la ville de Niamey, où on voit des individus, des malfrats qui utilisent des armes à feu. Moi, je pensais que quand j'avais eu vent de l'attaque, là, je pensais que même c'était une série comme ça, feuilleton cinéma. Parce que je me disais que si à Niamey, au centre même de Niamey, en pleine journée, entre 8h et 9h, des individus sont capables de braquer une fourgonnette contenant de l'argent, plus de 600 millions. Mais je me dis, et puis à côté, comme c'est à Petit Marché, je me dis que dans ce cas, on est en danger. Si on peut tirer, si à tout bout de champ, des individus peuvent pénétrer à Niamey avec des armes à feu, tirer en l'air, tirer en l'air et puis qu'il n'y ait pas de sommation, mais c'est dangereux pour nous. Ça veut dire que nous sommes en insécurité. Moi, vous et moi, nous sommes en insécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se balader, même si tu as 1 million ou 2 millions. Là, tu n'es pas en sécurité. Mais je me dis aussi, comment est-ce qu'un opérateur économique comme Oudou Younoussa peut faire une transaction de plus de combien de millions? On n'a pas dit son nom parce qu'il y en a plusieurs qui le font certainement que ça a été lui pour ce cas, pour l'incident. Mais il y a certainement beaucoup de commerçants qui agissent comme ça. Mais il faut prendre des précautions. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de prendre ne serait-ce que le temps, les 1 heure de temps que la voiture va faire son déplacement, moins d'1 heure de temps, pour aller à une banque, être sécurisé, que de se faire attaquer par des bandits. Et ces bandits, où se trouvent-ils? Dans la nature. Et ces bandits sont dans la nature, parce que moi, je n'ai pas eu confirmation que ces bandits ont été attrapés. C'est vrai, il n'y a pas eu de communication officielle par rapport à cet incident. On l'a rappelé. Que faire pour mettre fin à de telles pratiques dans la ville de Niamey et sur l'ensemble du pays? Ousseinissa, rapidement. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait, il faut prendre ses précautions. N'est-ce pas? Parce que le brigand, tu ne peux pas savoir qui c'est. Est-ce que c'est écrit sur son front brigand? Pas du tout. Maintenant, quand tu fais des transactions financières et autres, là, fais attention.
à ce que tu es en train de faire, que chacun prenne ses dispositions pour éviter d'être victime de cette manière-là. Un mot. Il y a une complicité interne dans cette situation. Sinon, ces deux bandits-là ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Complicité, seule une enquête pourrait confirmer ou infirmer cela. Merci beaucoup, on vous a compris. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 8 octobre 2021. Nous étions en compagnie de nos confrères Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmoune Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. À la régie pour le son, Mustapha Ayouba, et à la réalisation vidéo, Seyni Saka. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.